Voilà, mesdames, messieurs, encore une fois, bonjour. J'espère que vous vous portez très bien. Nous allons donc avoir un débat très intéressant tout à l'heure avec deux sujets d'actualité qui font couler beaucoup d'encre et de salive. Donc déjà, nous avons décidé donc voilà, de donner un peu notre point de vue par rapport à ces deux segments. Et j'espère que nous allons donc avoir un très bon show tout à l'heure. Où vous vous trouvez, nous sommes donc la Noël. N'oubliez pas, pensez toujours à vos enfants et à la famille. Donc, encore une fois, cher ami, hein, aujourd'hui, nous comprenons mieux pourquoi M. Ouattara, son clan, ses soutiens ont confisqué donc les élections présidentielles hier et s'apprêtent à recommencer donc demain. Pour eux, la démocratie et l'alternance sont devenues encombrantes. Ce qui importe désormais, ce n'est plus donc le respect donc, du suffrage populaire, mais la conservation donc, du pouvoir et la jouissance des avantages accumulés, parfois au prix même du sang d'innocents. Cette émission, cher ami, s'articule donc autour donc, de deux sujets majeurs qui, en réalité, n'en forment qu'un seul. La crise de crédibilité et, cher ami, l'État ivoirien. Alors, nous démarrons donc très rapidement. On parle donc du premier sujet, c'est donc Gafi. L'affaire donc qui tombe au pire moment. Si on s'en croit, on s'en tient donc aux journaux, aux informations que nous recevons pratiquement tous les jours, il y a matière, les gentlemen, donc à engager donc un débat fécond avec des auditeurs et si donc donner notre point de vue par rapport à tout ce qui se passe. Ce n'est pas seulement donc une arrestation, ce n'est pas seulement donc un scandale financier, c'est donc un signal alarmant international qui retentit au moment le plus critique pour la Côte d'Ivoire. Ah oui, vous l'avez parfaitement compris. Mais tous ceux qui nous suivent notre émission, n'oubliez pas donc une pensée affective, surtout en ce moment, aux prisonniers politiques, aux prisonniers d'opinion, et surtout à notre ami et frère, le docteur Bridoumé Soumaïla. Je ne sais pas où vous vous trouvez, à sa famille, à ses enfants, à tous ceux qui l'aiment. Ayons donc une pensée pour ce champion donc de la liberté, ce champion, cher ami, hein, donc, de la liberté donc d'expression et surtout défendre son parti politique avec donc des arguments qui aujourd'hui donc incarcéré, condamné, il est en prison. Oui, privé donc de ses libertés. Oui, vous l'avez parfaitement compris. Nous sommes dans un pays qui honore donc les grands criminels, donc les rebelles, ceux qui ont tué, violé, assassiné, mais aujourd'hui qui condamnent les docteurs, qui condamnent donc les sachants. Voilà ce qui est en train de se passer donc dans ce pays, les gentlemen. Donc, cette émission, quand nous parlons donc de Gafi, si on s'en tient donc aux informations, une affaire donc de M. Doumbia Abraham Abediko, directeur donc des affaires financières DAF du ministère donc de la Santé interpellé dans le cadre donc d'une enquête portant sur près donc de 3 millions, 3 milliards donc de francs CFA découverts, j'allais dire 5 millions d'euros découverts donc sur des comptes personnels agit comme un révélateur brutal. Oui, c'est bien cela, c'est pourquoi il voulait donc un quatrième mandat et s'apprête même à créer les conditions pour aller à un cinquième mandat. Parce qu'en réalité, comme je l'ai dit, les gentlemen, la démocratie ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est le pouvoir à tout prix, vaille que vaille, rester donc au pouvoir pour jouir donc des délices de ce pouvoir. Donc, vous voyez donc cette affaire, les gentlemen, c'est donc un révélateur donc d'un système au bout donc, du souffle, pour ne pas dire au bout du souffle, pris entre communication politique, pression donc internationale et réalité donc institutionnelle. Oui, voilà où ce régime est aujourd'hui donc acculé. L'homme n'est plus donc le sujet donc central, cher ami.
Oui, M. Doumbia n'est plus le sujet central. Présenté hier, cher ami, comme un modèle d'intégrité élu meilleur DAF de l'année 2023, également pasteur évangélique, Doumbia Abediko n'est aujourd'hui que donc la partie visible de l'iceberg. L'erreur serait donc de réduire donc, cette affaire à une défaillance individuelle. La vérité est plus dérangeante. Le système a permis et toléré et parfois donc protégé tous ces grands criminels à col blanc. Oui, voilà pourquoi il voulait donc un quatrième mandat. Oui, cher ami, un timing, j'allais dire, désastreux. Cette affaire éclate alors que, cher ami, la Côte d'Ivoire est inscrite sur la liste grise des GAFI depuis octobre 2024. L'Union européenne multiplie donc des investissements sur le blanchiment d'argent dans ce pays. Les partenaires donc, financiers internationaux scrupuleux. Alors, il y a des scrutes, cher ami, chaque signal de crédibilité. L'économie ivoirienne tente donc de rassurer les investisseurs, bailleurs de fonds et les marchés. Oui, mais cette affaire, c'est le timing. Ça tombe très mal. Autrement dit, au pire moment possible. Et nous découvrons aujourd'hui, cher ami, disons ce que les Ivoiriens savent, mais qui n'en parlent pas. C'est donc, ça vole, ça vole, ça vole dans ce pays. Aujourd'hui, nous sommes d'accord dans une justice sous pression donc internationale. Une justice qui préfère donc condamner les Brédomis que de poursuivre les Doumbia, les plus grands criminels, si les informations sont vérifiées, bien sûr. Je ne veux pas dire moi, mais avant la peau de l'os. Pour le moment, il n'est pas encore donc condamné. Donc, pour le moment, c'est une affaire qui démarre avec beaucoup de présomption, donc d'innocence et chacun donne son point de vue. Si les affaires reprochés à M. Doumbia sont vérifiés, bien sûr, cher ami. Donc, le rôle donc, du pôle pénal économique et financier qu'on appelle PPA-EF apparaît donc central. Mais donc, une question donc, demeure dans cette crise. Agit-il par souveraineté judiciaire réelle ou sous contrainte, je l'ai dit, interne? Quand donc la justice s'accélère soudainement, après donc des années donc, de lacisme, le doute s'installe. Et avec lui, l'idée que donc la lutte contre la criminalité financière devient créative et non structurelle. Il y a une fois que, bon, on a des soupçons sur vous, c'est en ce moment-là que la justice fait semblant donc d'agir. Où était cette justice pour prévenir pratiquement ce genre donc, de dérapage et de crimes? On parle donc de failles, j'allais dire, systémiques imposées, endémiques même, pour ne pas dire des failles congénitaux. Oui, nous sommes dans un système où les gens sans scrupules peuvent tricher, voler, assassiner, et cela coule douce. Et pendant ce temps, Brédoni est en prison. Pendant ce temps, des jeunes leaders donc, de l'opposition sont en prison. Pendant ce temps, des jeunes militants, on parle de près de entre 1500 et 3000 incarcérés actuellement donc, dans les géoles de notre pays parce qu'ils ont décidé, cher ami, de manifester. Oui, voilà la situation. Cette affaire donc, met donc en lumière donc, des lacunes majeures, cher ami. L'opacité persistante sur les bénéficiaires donc, effectifs, l'insuffisance donc des contrôles judiciaires, financiers, j'allais dire internes, la faiblesse de la coopération judiciaire internationale, des sanctions sélectives, souvent donc tardives. Oui, nous le savons. Une culture donc d'impunité administrative tant que la pression donc extérieure est absente. Oui, et nous savons que cette pression est réellement absente. Ce n'est pas donc un accident. C'est donc une architecture défaillante. Oui, le système est vraiment défaillant, ce que nous sommes en train donc de voir, les gentlemen. Oui, mais dans tout ça, c'est le silence politique ou, cher ami, la stratégie donc de l'évitement. C'est un silence coupable, un silence complice. La réaction politique, ou plutôt l'absence, interroge, cher ami, dans la situation. Quand un tel scandale éclate au sommet donc, de l'administration publique, le silence devient, cher ami, un message. Oui, un message clair. Un message adressé donc aux citoyens. Un message adressé donc aux magistrats. Un message adressé donc aux partenaires, chers amis, internationaux. Et ce message est profondément donc ambigu. Oui, très ambigu même d'ailleurs. Et nous le savons. Alors, la question que nous avons posée, une question donc centrale des mères, chers amis, dans une telle situation.
Cette affaire marquera-t-elle un tournant réel dans la lutte contre la criminalité financière? J'en doute fort. C'est devenu tellement congénital. Ils ont besoin de s'enrichir très très vite, cher ami. Voilà la situation dans laquelle nous nous sommes. C'est une lutte contre la criminalité donc financière, un sacrifice symbolique est destiné donc à rassurer donc le GAFI et les partenaires étrangers. Je pense que la deuxième version est la plus rassurante. Oui, c'est un sacrifice. On essaie donc, quand le GAFI crie, on essaie donc d'attraper une personne. C'est comme on attrapait Apucho, là, Apucho national, pour donner l'impression que voilà, on lutte contre la criminalité ou bien contre le blanchiment. Mais en réalité, non. C'est seulement des tokens, des gens qu'on prend uniquement pour donner l'impression que l'on travaille. Mais en réalité, le système est endémique et chronique. C'est un système qui est devenu même congénital. Oui, je vous l'ai dit. La réponse ne se mesure plus donc dans une arrestation, yeah, mais donc des réformes structurelles, visibles, durables et non sélectives. Oui, il faut arrêter donc les improvisations. C'est pas parce qu'on vous attrape aujourd'hui, les gentlemen, qu'on dit, oh oui, nous allons donc lutter, nous allons attraper une personne, deux personnes. En réalité, ce n'est que donc, ils s'amusent. Et surtout revenant sur la décoration, ce monsieur a été décoré comme le meilleur DAF, le meilleur DAF du pays. Imaginez-vous, le meilleur DAF. C'est un grand voleur, si les informations sont correctes, qui est décoré grand DAF. C'est-à-dire entre eux. Ils volent entre eux. Ils mentent entre eux. Ils se décorent entre eux. Voilà ce qui se passe. Voilà le système. Voilà pourquoi ils ne veulent pas non partir. Voilà pourquoi ils ont donc créé les conditions pour braquer les élections donc présidentielles, pour conserver, pour jouir, pas pour chanter les louanges de la démocratie, ou bien pas pour appliquer donc la démocratie, donc ils étaient donc les grands chantres quand ils étaient dans l'opposition. Le dossier, cher ami, hein, ne juge pas seulement donc un homme, mais le dossier met la Côte d'Ivoire à l'épreuve de sa crédibilité, de sa souveraineté judiciaire, de sa volonté politique réelle de mettre fin à tout ce qui est en train de se passer. Et dans cette situation, le GAFI observe, l'Union européenne observe, les marchés observent, les Ivoiriens se posent donc des questions, des citoyens, eux, attendent donc la vérité, mais pas donc l'écran donc de fumée qu'on a l'habitude donc de voir. Ils viendront donc banaliser donc les faits, alors que c'est une situation très grave, les gentlemen. Oui, ça vole, ça vole. Et c'est les gentlemen, nous sommes dans la situation alors. Nous avons donc parlé donc de ce grand vol que nous voyons donc au sommet donc de l'État. Ça vole, ça vole et ça vole. Yeah. C'est clair. Bienvenue donc dans le pays où, cher ami, on ne fait plus la promotion de la démocratie. C'est la conservation du pouvoir à bas qui parle. Ce système-là, si on n'arrête pas, ce système va se pérenniser. Ils ne sont pas du tout prêts à lâcher le pouvoir. Chaque élection, ils ont compris comment ça fonctionne. Ils vont gagner ces élections d'abord sur tapis vert avant d'aller aux élections. Éliminer tous les candidats encombrants. Coller tout ce qu'il faut. Utiliser une justice aux ordres. Un conseil constitutionnel qui ne constitue pratiquement rien, qui sera là, qui sera accroupi, vous comprenez. Une CEI qui sera aux ordres. Voilà le système qui est mis en place. Si nous ne faisons rien, ils seront là. D'après eux, ils sont là pour 50 ans. Donc, ils créent les conditions pour être là pendant 50 ans sans réellement compétir, gagner sur tapis vert. Voilà un peu le système que nous sommes en train de voir. Alors, les gentlemen, alors revenons donc sur le deuxième sujet. Alors, le deuxième sujet, euh, ça va nous amener donc à parler donc de démocratie apaisée. Voilà, c'est le deuxième sujet. Quand la démocratie est donc faussée des gentlemen dans la situation, faussée, donc la source, oui, on parle de démocratie, ou on parle d'élection, oui, mais en réalité, c'est une sélection, semblant d'élection. Tout est pipé donc d'avance. Comment parler de démocratie à l'état euh, de droit lorsque le processus est faussé dès le départ, sous forme d'irrégularité, d'opacité et de décision donc électorale imprévisible? Oui, nous avons un système qui est corrompu jusqu'à la moelle épinière. La tricherie. Il n'y a pas d'élection. Nous avons en face de gros tricheurs. Ils trichent en amont et en aval. En amont, avec
la suppression donc des votes, la suppression donc des candidats et tout ça, et en aval, en trichant donc dans les urnes. Voilà le système que nous avons. Nous avons en face de nous des gros tricheurs, des tricheurs. C'est l'information que nous avons selon donc, le Nouveau Réveil. À Paul Boué, déjà, près donc, de 25 000 électeurs portés disparus donc, dans 81 bureaux de vote à la veille donc, du scrutin donc, législatif. Oui, c'est des gens qui trichent. Ce sont des tricheurs. Ils ne veulent rien laisser rien laisser pour quelqu'un. Ils vont tricher, tricher, même s'ils vont ceux vont tricher. Il n'y a pas de démocratie. Alors les gens me posent la question, mais pourquoi le PDCI ça va? Pourquoi le PDCI n'ira pas? On va laisser là comme ça, et puis non, il faut aller quand même. Il faut aller. Il faut se battre. Il faut dénoncer, parce que réellement, pour critiquer, il faut être dans le système, vous comprenez? Et le pays là n'appartient pas au RDR. Le pays nous appartient à nous tous. Donc, il y a des élections, nous critiquons, nous voyons le système, nous faisons tout pour les empêcher. Mais si nous ne réussissons pas, il faut aller aux élections quand même. Pour moi, je ne suis pas, pour moi, un homme de la politique de la chaise vide. Hein. La chaise politique de la chaise vide ne paye pas en Afrique. Hein. Ça n'a jamais payé en Côte d'Ivoire. Ça, c'est clair. Ceux qui pratiquent la politique de la chaise vide, là, ça ne payera pas. Et le pouvoir le sait, c'est pourquoi le pouvoir crée des conditions pour frustrer donc l'opposition pour ne pas aller aux élections. On nous parle déjà de la disparition de près donc de 25 000 cartes électeurs dans 91 bureaux de vote à Port-Boué. Oui, je sais que réellement le pouvoir tient à gagner Port-Boué, à gagner le plateau et à gagner Cocody, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais oui, ils tiennent tant. Il faut tricher à tout prix pour gagner. Non, ils ne veulent pas du tout d'élection. Ce sont des tricheurs, les dieux d'être-humains. Elle fait largement donc les relayer hein, par rapport à ce cas donc, de Port-Boué, qui interroge donc cher ami sur la fiabilité de toute la chaîne électorale. Des tricheurs. Qui est donc responsable à ce jour? Les explications publiques demeurent donc insuffisantes. D'ailleurs, même s'il y a des explications, d'ailleurs, il n'en a pas. Ils travaillent des mèches avec la CEI. D'ailleurs, la CEI, pourquoi ils ont tout fait pour refuser que le représentant de l'opposition rejoigne la CEI? Ah oui, non, c'est pour tricher, pour paraphraser ce qu'ils avaient déjà commencé. Le braquage présidentiel, la tricherie au niveau des élections législatives. L'objectif est de contrôler plus de 2 tiers de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, on nous dit que M. Ouattara veut encore amender la Constitution, veut encore la tripatouiller. Est-ce que vous êtes surpris? Ah mais non, il veut tripatouiller la Constitution sans vous. Parce qu'il veut bénéficier des 2 tiers de l'Assemblée nationale pour faire passer donc des lois, sans pour autant demander l'avis des Ivoiriens, en trichant. Oui, nous avons en face de nous des gros tricheurs. Un découpage électoral qui interroge. Oui, ce découpage électoral, on avait pensé que ça allait peut-être faire au moins le premier mandat et après on allait trouver donc une solution. Mais non, on ne change pas une tricherie qui gagne. Oui, ce sont des tricheurs. Plus donc encombrant encore, cher ami, c'est donc le découpage électoral qui soulève donc de graves questions donc de proportionnalité, d'équité. Mais est-ce que ce sont des mots que le RDR comprend? Non, ils ne comprennent rien. Ce qu'ils comprennent, c'est la tricherie, c'est la violence, gagner à tout prix, vaille que vaille. Prenons des cas. Yopougon, plus donc de 1 500 000 habitants pour 6 sièges. 1 500 000 habitants pour 6 sièges. Cocody, à peu près 700 000 habitants pour 2 sièges. Korongo, 440 000 habitants pour 9 sièges. Comment expliquer un peu cela? Ah oui, comment expliquer? Voilà donc la tricherie dont je parle, donc en avant, les dieux d'être humain. Quel critère présidentiel donc a une telle répartition? Non, il n'y a pas. Peut-on donc sérieusement parler donc d'égalité de suffrage lorsque donc le poids donc d'un électeur varie d'autant selon donc le territoire? Mais non. C'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes au nord, hein, vous êtes beaucoup plus pris en compte que celui qui est au sud, que celui qui est à Cocody, celui qui est donc à Yopougon. Oui, au nord. Oui, ah, nous sommes victimes de l'injustice. Donc au nord, à Congo, 440 000 personnes, oui, vous avez 9 sièges parce que vous êtes victime. Oui, à Yopougon, oui, vous n'êtes pas, vous êtes Yopougon de Yopougon, de Babo. Vous êtes à 1 500 000, vous n'avez seulement que, cher ami, que 6 sièges. Voilà un peu la réalité. Voilà ce que nous voyons donc dans ce pays, les dieux d'être humains. Oui, des élections donc justes et équitables, voilà ce que le peuple demande. La démocratie, cher ami, ne se proclame pas.
Elle se prouve, les gentlemen. Elle ne se limite pas donc à des tenues donc d'un scrutin, mais repose sur la sincérité donc du processus. Depuis l'inscription sur la liste électorale jusqu'au dépouillement, en passant par donc un découpage transparent et les règles, j'allais dire stable. Mais ce n'est pas le cas. Quand donc les cartes disparaissent, quand donc les équilibres démocratiques sont, j'allais dire, distordus, quand donc des explications tardent, les gentlemen, la confiance s'érode. Pour ne pas dire la confiance est déjà érodée au niveau de la Côte d'Ivoire. Et sans confiance, amis, le vote perd tout son sens. Il n'y a vraiment pas de vote réellement. C'est un peu comme une sélection, la grande tricherie. Comprenez. Un même fil conducteur donc, dans tout ça, cher ami, hein, c'est donc l'affaire donc, financière évoquée plus haut et donc les dysfonctionnements donc, électoraux observés ici ne révèlent pas donc, de registre isolé. Il renvoie donc un même enjeu fondamental, la crédibilité donc des institutions au niveau donc de la Côte d'Ivoire. On ne peut plus donc exiger donc la confiance donc des citoyens, des partenaires et des observateurs, les gentlemen, des observateurs internationaux surtout, sans exemplarité, sans donc transparence dans la reddition donc des comptes, les gentlemen. Oui, voilà donc le système dans lequel nous nous sommes. Alors, la question donc qui s'impose, les gentlemen ici, à qui je vous pose, peut-on donc parler donc des élections justes et équitables lorsque l'architecture même du scrutin est contestée? Je ne sais pas. Peut-on donc invoquer donc l'état donc de droit quand donc les règles semblent variables selon donc le territoire et les circonstances? La deuxième question. La démocratie commence, cher ami, au département, au bureau donc de vote, dans le découpage électoral, dans l'égalité de suffrage et de directement. Oui, c'est à ce moment-là que la démocratie commence. Si elle est compromise à ce niveau, tout le reste devient donc discours. Oui, cher ami. Et la situation dans laquelle nous sommes, les gentlemen, ce n'est que des discours. Il n'y a réellement pas de démocratie en tant que telle. Il y a donc un semblant de démocratie où on triche en amont et en aval, devant tout le monde. Nous avons en face de nous de gros malhonnêtes et tricheurs. Oui, cher ami. C'était donc mon billet. Jacques Roger, j'espère que vous vous portez donc très bien. Et nous aurons donc la possibilité donc de revenir, cher ami, donc dans d'autres émissions un peu plus tard. Et surtout, une pensée affective pour tous les prisonniers d'opinion qui sont donc dans les geôles du régime et surtout au docteur Bredoumi Soumaïla, à qui nous souhaitons donc, nous disons un grand bonjour et surtout à sa famille. Portez-vous bien et merci beaucoup et au revoir.